Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une séance de révision un peu spéciale pour le bac, avec un chapitre clé d'HGGSP, les États-Unis et la question environnementale. Un sujet qui est plein de tensions et de contrastes. Bonjour, oui, c'est un sujet fascinant parce qu'il est pétri de paradoxes. On a un pays qui a d'un côté inventé la protection de la nature avec les parcs nationaux et de l'autre qui a promu un modèle de développement, l'American Way of Life, qui a une empreinte écologique absolument énorme. C'est exactement ça. Et la question qu'on va se poser, la problématique du chapitre, en fait, c'est quels sont les enjeux des relations entre les sociétés et les milieux aux États-Unis? Pour y répondre de manière claire, on va suivre un plan en 3 temps. Alors, voilà le programme. D'abord, on verra que les États-Unis sont un pays qui a été très tôt sensibilisé à l'environnement, mais avec un rapport à la nature, on l'a dit, paradoxal. Ensuite, on analysera pourquoi ce pays est aujourd'hui au cœur des problématiques environnementales mondiales. C'est un acteur incontournable. Et enfin, on explorera la multiplicité des acteurs, à toutes les échelles, qui interviennent dans ce domaine. C'est un jeu assez complexe. C'est parti. Alors, commençons par le commencement. Le 19e siècle. La conquête du territoire. Elle est guidée par une idéologie vraiment puissante. La destinée manifeste. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une théorie qui est formulée en 1845, et l'idée, en gros, c'est que les États-Unis auraient une mission quasi divine. Une mission. Oui, celle d'étendre leur modèle, la démocratie, le progrès, sur tout le continent. On le voit très bien dans une célèbre lithographie, American Progress, de John Gast. Elle montre une sorte d'ange qui amène la lumière et le chemin de fer vers l'ouest. Et en face, c'est la nature sauvage, la wilderness. Une nature perçue comme un obstacle, j'imagine. Un obstacle à dompter. Ou alors, un immense réservoir de richesse qu'il faut exploiter. Un réservoir qui semble, à l'époque, totalement illimité. Et les conséquences de cette conquête sur l'environnement, elles sont lourdes. Elles sont massives. On parle de déforestation à très grande échelle, à l'est, d'assèchement de marécages. Et dans les grandes plaines, c'est encore plus spectaculaire. On assiste à la quasi-extermination des troupeaux de bisons pour transformer ces plaines en gigantesques terres d'agriculture intensive. D'accord. Et c'est là qu'arrive le premier grand paradoxe. C'est qu'au même moment, une conscience écologique commence à naître. Exactement. Et c'est ça qui est fou. Face à cette exploitation, des intellectuels comme Henri David Thoreau et surtout John Muir commencent à célébrer la nature pour sa dimension spirituelle. John Muir, c'est une figure centrale. C'est un pionnier. Il défend ce qu'on appelle la préservation. C'est une approche assez radicale. L'idée, c'est de protéger la nature de toute influence humaine. Il fonde le Sierra Club en 1892. Et cette vision, elle ne fait pas l'unanimité, elle s'oppose à une autre approche, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle s'oppose à la conservation, qui est défendue par un autre personnage clé, Gifford Pinchot. D'accord. Pour Pinchot, le but n'est pas de mettre la nature sous cloche, c'est de gérer les ressources de manière raisonnée, pour qu'elles durent. Une gestion durable en quelque sorte. C'est ça. Ce débat va s'incarner dans une controverse très célèbre au début du XXe siècle, celle du barrage de Hetch Hetchy dans le parc du Yosemite. Et l'État fédéral, quel rôle joue-t-il dans cette protection qui commence à naître? Il joue un rôle absolument clé, surtout sous l'impulsion d'un président, Theodore Roosevelt. Ah, Roosevelt. Lui, il est du côté de la conservation, il a une conscience aiguë que les ressources ne sont pas infinies. Il a cette phrase dans un discours en 1908 qui est incroyable. Il dit « Le temps est venu d'envisager sérieusement ce qui arrivera quand nos forêts auront disparu, quand le charbon, le fer, le pétrole et le gaz seront épuisés. C'est très prémonitoire. » Carrément. Et il ne fait pas que parler. Il est à l'origine de la création de 5 parcs nationaux. Ils viennent s'ajouter au tout premier, Yellowstone, qui datait de 1872. Cette histoire, malgré tout, elle est aussi marquée par de grandes catastrophes écologiques. Oui, bien sûr. La plus connue, c'est dans les années 1930, le Dust Bowl. Les tempêtes de poussière. D'immenses tempêtes de poussière, oui. C'est la conséquence directe de l'agriculture trop intensive qui a détruit les sols. Roosevelt dira d'ailleurs à ce propos « Une nation qui détruit ses sols s'auto-détruit ». Et plus récemment, on a tous en tête l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Bon, ça, c'était pour les origines. Venons-en maintenant à la deuxième partie, la place des États-Unis sur la scène mondiale. Leur modèle de développement a un impact considérable. C'est le moins qu'on puisse dire. L'American Way of Life. Ce modèle basé sur la consommation de masse, la voiture, la maison individuelle, il est extrêmement dépendant des énergies fossiles, et donc très énergivore. Il y a un chiffre qui est souvent cité et qui est parlant. Lequel?
Si toute l'humanité vivait comme les Américains, il faudrait l'équivalent de 5 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. 5 planètes, c'est énorme. Et ça se traduit par une empreinte écologique très très lourde. En effet, aujourd'hui, les États-Unis sont le premier producteur mondial d'hydrocarbures. C'est notamment dû à l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste grâce à la technique de la fracturation hydraulique. Une technique qui est très controversée pour ses conséquences environnementales. Oui, on parle de pollution des nappes phréatiques, d'une augmentation de l'activité sismique dans certaines régions. Les conséquences sont lourdes. Face à ces constats, est-ce qu'il y a eu des réactions au niveau national? Oui, heureusement. Il y a eu une grande prise de conscience qui a mené à des lois importantes. Le Clean Air Act sur la qualité de l'air, par exemple, qui date de 1963. Et il y a eu un événement marquant en 1970. Le premier jour de la Terre, Earth Day, c'est une mobilisation citoyenne immense, 20 millions de personnes dans la rue. Et cette pression populaire a une conséquence très concrète, la création de l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, par le président Nixon. C'est intéressant. Pourtant, à l'international, la position américaine est souvent perçue comme un frein, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on appelle l'exemptionnisme américain. C'est cette idée, cette tendance à refuser de se plier aux règles communes internationales. Un exemple? Le plus connu, c'est le protocole de Kyoto, en 1997. Les États-Unis ne l'ont jamais ratifié. Et cette tendance a été renforcée par le climato-scepticisme de certains dirigeants. L'exemple le plus récent et le plus spectaculaire, c'est celui de l'accord de Paris sur le climat. Tout à fait. C'est une véritable valse-hésitation. L'accord est ratifié par Barack Obama en 2016. Puis, en 2017, En 2017, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis. Il justifie ça en disant « Je ne peux pas, en conscience, accepter un accord punitif contre notre pays ». et finalement Joe Biden réintègre le pays dans l'accord. Dès son arrivée en 2021. Ces allers-retours, ils montrent l'impact décisif des décisions politiques internes sur la géopolitique mondiale du climat. D'accord. Et ça nous amène tout droit à notre dernière partie, la complexité du jeu d'acteurs aux États-Unis. On a l'impression que l'État fédéral est parfois impuissant. Notamment, la politique de Donald Trump, qui a tout fait pour favoriser les énergies fossiles au nom de la productivité économique, en est une parfaite illustration. Mais, et c'est peut-être la force du système américain, d'autres échelons de pouvoir peuvent prendre le relais. C'est exactement ça, c'est la force du système fédéral. Face aux désengagements de Washington, on a vu des pouvoirs locaux, c'est-à-dire les États et les villes, devenir les vrais moteurs de la politique environnementale. L'exemple le plus frappant, c'est la Californie. La Californie, bien sûr. C'est la 5e économie mondiale à elle seule. Dès 2006, elle s'était engagée à respecter les objectifs de Kyoto. Et plus récemment, elle a voté une loi pour que 100% de son électricité soit d'origine renouvelable en 2045. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Et d'autres États ont suivi. Oui, plusieurs États se sont même regroupés au sein de la United States Climate Alliance. Leur but, maintenir les objectifs de l'accord de Paris, quoi qu'il se passe à Washington. Et au-delà de ces acteurs publics, la société civile est aussi très active. Elle l'est à plusieurs niveaux. D'abord, via des ONG environnementales américaines qui ont une portée mondiale. On peut penser à Sea Shepherd, par exemple. Et ensuite, il y a les firmes transnationales. Beaucoup se sont engagées, elles aussi, à respecter l'accord de Paris. Mais cet engagement des entreprises, est-ce qu'il est toujours sincère? On parle souvent de greenwashing. C'est une question cruciale. Le greenwashing, ou l'éco-blanchissement, c'est une notion importante. C'est quand une entreprise utilise l'argument écologique à des fins marketing sans que ça suive vraiment derrière. D'accord. Le cas de Google a fait beaucoup de bruit. L'entreprise communique énormément sur ses ambitions écologiques, mais en même temps, des militants ont dénoncé le fait qu'elle finançait des associations climato-sceptiques. Il y a donc un double discours. Voilà. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon, il ne faut pas oublier le rôle des individus influents, qu'ils soient artistes ou politiques. On pense à Leonardo DiCaprio, par exemple. Oui, avec le film Don't Look Up, qui est une métaphore très claire. Ou, dans un autre registre, l'ancien vice-président Al Gore et son documentaire Une vérité qui dérange, qui a eu un impact mondial à l'époque. Bon, pour conclure cette révision, si on devait vraiment synthétiser, que faut-il retenir de tout ça? Je pense qu'il faut retenir que la relation des États-Unis à l'environnement est vraiment fondée sur ces tensions et ces contrastes profonds. C'est un pays de paradoxes. Exactement. C'est un pays qui est pionnier à la fois dans l'exploitation effrénée de la nature et dans sa protection,
C'est une puissance mondiale dont les choix de politique intérieure ont des répercussions planétaires. Et enfin, c'est un territoire où s'affrontent, mais aussi où coopèrent, une multitude d'acteurs à toutes les échelles. État fédéral, État fédéré, ville, entreprise, citoyen. C'est ça. Et c'est dans ce jeu complexe que se définit l'avenir environnemental du pays et, en grande partie, celui du monde. Fin de cette analyse. Bonne révision à toutes et à tous.